sur Superflu et sur notre format maintenant habituel, les Superfluides anonymes présentent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter? On va présenter les guerrières. Et pour ce thème-là... Et sans Damien, justement, j'allais y venir. Pour ce thème-là, on a tabassé le chef et on a décidé de prendre le pouvoir. Non, en fait, le chef est malade, mais voilà. Et du coup, on se retrouve tous les trois pour parler des guerrières. Dans tous les sens du terme, hein, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on va présenter des œuvres qui nous font penser à ce thème-là, que ça soit une bande dessinée, un jeu vidéo, un film, n'importe quoi. Yep. Et je vais te laisser commencer. Ok, je démarre alors. Ouais, c'est parti. Moi j'ai pris au premier sens du terme, Bergère guerrière. Youpi C'est trop bien comme BD, tu l'as pas lu? Pas du tout. Alors, moi on me l'a offert, c'est Jules, je t'aime. Avant de démarrer, en fait, moi j'ai eu vraiment du mal déjà à trouver une bande dessinée avec sur les le mot guerrière dedans. Pas forcément sur les guerrières, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Ouais, énormément. Alors il faut savoir que dans la conversation de Facebook, on disait qu'on faisait ce qu'on voulait, et toi t'as pas lu, donc du coup t'as pris guerrière au mot. J'ai pris guerrière vraiment, mais en plus voilà, c'était l'idée de trouver vraiment de la guerrière. Du coup, il y avait plein de choix, parce qu'il y a énormément de choses en bande dessinée sur des guerrières, des trucs plus ou moins bons, mais une grande richesse. Mais voilà, pour le coup, j'ai préféré parler de Bergère guerrière, qui est une série assez récente, il n'y a que 2 tomes parus. Série jeunesse tout public. Donc par Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Jeunesse 7 ans, je trouve. 7-8 ans, ouais, c'est vrai, c'est assez accessible. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de textes. Il y en a pas mal. Je te laisse parler. Mais alors Jonathan Garnier, qui est au scénario, et ça aussi ça me donne l'occasion de parler d'Amélie Fléché, dont j'aime beaucoup le travail. Elle fait quoi d'autre? C'est scénaristique et graphique. Okay. Alors en bande dessinée, elle a fait Le Petit Loup Rouge, une version du Petit Chaperon Rouge détournée. L'Homme Montagne, et je crois que j'en oublie une, je ne sais plus le titre. Bien aussi. Voilà. Et surtout, elle a travaillé en fait en tant que concept artiste sur des films de Tom Moore, Le Chant de la Mer. Oui, c'était trop bien ce truc! Cool, et je crois aussi sur Brendan et le secret de Kells. Que j'ai pas vu. Mais sur Le Chant de la Mer, en fait, ça se reconnaît avec son style graphique, toute la partie de décor. C'est vrai que il y a un aspect qui est très très présent. Et j'adore son univers. Si je dis pas de bêtises, son dessin dans Bergère guerrière a inspiré les dessins de Enquête de Dragon, qui est un conte dont vous êtes le héros, à partir de 4 ans, qu'on retrouvait en boutique de jeux. D'accord. Comme dans les livres dont vous êtes le héros, mais pour les petits. C'est trop bien. Et c'est vraiment des dessins ronds comme ça, c'est très beau. Est-ce que c'est le même principe ou aller en 434 et vous êtes mort? Alors non, t'es pas mort, mais t'as des pansements. On t'a un peu abîmé et tu cherches un dragon. Et c'est très malin. Et honnêtement, en tant qu'adulte, tu fais pas toujours les bons choix. Ok, d'accord. C'est pour les 4 ans, un peu fute. Ok, je reviens. Je reviens vers Bergère guerrière. Pour la petite histoire. On suit en fait dans un village, alors c'est très inspiré de l'univers irlandais, celte, un petit village de Bergère guerrière. En fait, tous les hommes sont partis à la guerre il y a 10 ans de cela, ils n'ont plus aucune nouvelle. C'est le mystère complet. Donc les femmes qui sont restées au village ont décidé de créer un ordre de guerrières pour protéger le village de Bergère guerrière, parce que voilà, elles s'occupent aussi de la vie du village. Et notamment, on suit le début de l'héroïne principale, Molly, cette jeune rousse, qui va être intronisée comme jeune guerrière débutante, bergère guerrière débutante, avec son bouc. La particularité, c'est que toutes ces soldats, ces guerrières montent des énormes boucs en fait. C'est rigolo. Voilà. Alors il y a un chien sur la gauche, non? Oui. Mais t'as vu une bergère là, hein? Tes remarques, bon. C'est l'aspect assez intéressant de la série, c'est que tout est basé en fait, la communauté est basée sur les femmes qui font vivre ce village. Alors il y a un homme qui est malade, donc qui n'est pas parti à la guerre. Il y a des adolescents, des jeunes garçons, un vieillard aussi qui n'est pas parti à la guerre. Ceux qui sont pas partis, c'est des invalides et les plus Exactement. Jeunes. Et notamment, il y a Liam, ce petit garçon qui, lui, il rêve de devenir aussi une bergère guerrière, sauf que c'est réservé aux filles en fait. Ok, d'accord, mais c'est parce que ça aurait aussi pu être une fille avec les cheveux courts. Tout à fait. Oui, on dirait quand même un garçon. Moi je vois bergère guerrière avec un S, tu vois, je me dis... oui, mais en fait, tu vois, il a des faux cheveux. Tu vois, non? Ou c'est un chapeau, mais c'est un il s'est déguisé en fait parce qu'il veut rentrer dans l'ordre, donc il utilise de plein de subterfuges. Et puis il a pas de bouc, il a un énorme chien. Oui, voilà. Tellement mignon. Ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment le début avec
Ben Molly, les autres aussi jeunes bergères guerrières qui ont chacun leur caractère assez précis, elles rêvent de devenir en fait, d'entrer dans cet ordre. Voilà, de devenir la meilleure, voilà, et gravir les échelons. Et bergère guerrière, ça veut dire qu'ils sont à la fois bergers et en même temps ils protègent les troupeaux en tant que guerriers. Oui, ils s'occupent de la bergerie, des troupeaux et ils savent se battre. Voilà, ils sont entraînés à défendre et à... Mais il faut bien faire tourner le village, aussi, remplir les missions, parce qu'il y a quand même des... Ouais. C'est tout un monde fantastique, en fait. On est vraiment dans cet univers assez féerique, même, où il y a des démons, comme on va le découvrir. Là, le premier tome, justement, arrive à gérer le mystère là-dessus. Donc c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Graphiquement, je jouais un peu, quand même. Parce que voilà, il y a déjà un plan sur l'univers, le village. Ça, c'est cool. C'est toujours bien, ça. Et donc, du coup, voilà. Il y a ce style graphique. Ouais, c'est vachement joli. C'est très joli. Je sais pas ce que c'est comme sorte de coloration, si c'est fait à l'ordinateur ou si c'est je pense qu'elle travaille beaucoup en fait à l'ordinateur. Ouais, je pense. Voilà, qu'elle a sa technique propre pour ça. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à Brendan. Totalement. Ah, tu connais même dans les couleurs, je trouve que... Après, même dans les thématiques, en fait, il y a énormément de points communs. Et puis si tu dis que ça se passe en Irlande, en plus, c'est à peu près la même culture. Voilà. Moi, ça me parle aussi, son travail, Amélie Fléché, ça me parle beaucoup pour ça, parce que j'aime bien l'univers, et voilà. Donc c'est une super série, pleine de rebondissements, et surtout, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du mystère, il y a des moments de tension. Par exemple, le premier est plutôt assez généraliste sur tout ça. Le deuxième fait assez peur, en fait, même. Voilà, il est assez inquiétant, il est vraiment sur les relations familiales, donc c'est... Ça c'est fort, et il y a leur caractère en fait de chacune qui est vraiment bien marqué, la courageuse, la timide, la colérique. Ouais. Elles sont très rigolotes. C'est un peu les archétypes de personnages du manga. Exact. Ouais, mais plus fort du coup, tu vois. Ça qui est chouette. Et c'est déjà combien elle veut faire d'épisodes ou c'est encore... Je crois qu'ils avaient annoncé en 3-4 volumes. Pour un premier cycle, je pense que ce sera peut-être pas terminé à ce niveau-là. Il y a 2 volumes pour l'instant qui clôt une partie, un petit arc de l'histoire et qui en ouvre un autre, voilà, en mi-chemin. Okay. Donc je pense qu'il y en aura 1 ou 2 autres pour faire une grosse histoire et à mon avis, si ça leur plaît, ils continueront à faire voilà, des petits rebondissements. Voilà pour... ça a l'air cool, super. Non, moi j'adore, je trouve ça génial et je trouve que c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Enfin, moi on me l'a offert, j'ai pas d'enfant de 7-8 ans. Et tu as 7-8 ans. je serais vachement jeune. Non, mais je trouve que c'est vraiment écrit d'une manière. Le style est sympa. Tu vois, c'est pas un style très enfantin en fait. Il y a beaucoup de contenu et t'as vraiment de l'aventure, de l'émancipation, un univers qui est riche. Et donc, du coup, moi je m'éclate autant. Enfin, je m'éclate autant qu'un enfant, je pense. Mais c'est vrai que c'est suffisamment, vraiment très bien fait pour ça. Après, c'est quand même écrit, moi je pense, pour un jeune public à la base. Mais ce genre de... Alors il y a plein de titres comme ça qui, de temps en temps, relèvent un peu par leur qualité graphique et scénaristique et valent vraiment le coup par rapport aux trucs qui sont destinés justement à un public plutôt adulte et qui finalement font preuve d'une pauvreté, on va dire. Au niveau Seul. La BD française. Seul, voilà, et moi j'aime beaucoup Super Sourde. Ouais, c'est vrai que ça pour moi, alors que vous le mettez au rayon jeunesse. Ça c'est peut-être aussi un tort de notre part parce que c'est... ça parle d'autre chose, mais c'est vrai que ça s'adresse à des publics. Ouais, je trouve qu'il y a toujours 2 lectures, quoi. Trop bien. Voilà. T'as fini ? J'en ai fini pour moi. Merci, tu veux parler, Guillaume ? Ouais, ok. Mais moi, je vais parler jeux vidéo, une fois n'est pas coutume. Alors, je vais commencer par une petite intro en mode prosélytisme féministe, potentiellement. D'accord. On n'est pas contre dans cette émission. En enfonçant un peu des portes ouvertes, puisque... On n'est pas contre dans cette émission. En disant que voilà, donc du coup, le jeu vidéo, c'est quand même un peu un média qui est fait par des hommes et pour des hommes. C'est vrai. Un petit peu à l'origine, quoi. Et même encore aujourd'hui, finalement, alors qu'il y a pas mal d'études même qui prouvent que en fait, il y a autant de gameuses que de gamers, finalement, dans les milieux professionnels, dans les développeurs, il y a quasiment que 20% en fait, de femmes qui travaillent, quoi. Donc, d'accord. Et on sait pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la plupart, en fait c'est un peu, comment dire, le serpent un peu qui se mord la queue, parce que comme il n'y a que des hommes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, ils font quand même une production artistique qui est quand même plutôt tournée vers les hommes. Ouais, d'accord. Il n'y a pas trop d'héroïnes, ce genre de choses-là. Il n'y a déjà pas trop d'héroïnes. En fait, c'est marrant que tu poses. C'est pas une question, mais que tu abordes le sujet. Parce que justement, en fait, j'ai fait une petite recherche là, ce matin en essayant de trouver sur une année de sortie de jeux vidéo combien il y avait en fait de jeux qui mettaient en avant un protagoniste féminin et combien un protagoniste masculin. Alors quand c'est possible, parce que des fois ça met en avant des chèvres, des trucs, des monstres. Mais c'est une femelle. Oui, mais des fois c'est pas toujours genré, tu vois. Ouais, d'accord. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 3 fois plus de jeux qui mettaient en avant un protagoniste masculin. Encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que à la limite il y a 15-20 ans on aurait pu trouver ça normal, là bon, je peux dire que quand même ça a un peu évolué. Et du coup on peut s'expliquer du coup le peu de présence de femmes. D'ailleurs c'est vrai dans les boîtes qui font des jeux vidéo, mais aussi dans le journalisme vidéoludique, dans tous les métiers qui parlent de jeux vidéo et qui montrent jeux vidéo. Donc voilà. Après, c'est peut-être bête de ma part, mais peut-être que tu fais un personnage masculin quand t'es un homme. Enfin, tu vois, moi, je pense que ça me viendrait peut-être plus facilement d'écrire un personnage de femme, parce que je suis une femme, et du coup, vu qu'il y a plus d'hommes, ils font des personnages d'hommes. Enfin, tu vois, effectivement, c'est plus facile, tu transposes plus facilement. Et bêtement, oui, mais du coup, potentiellement, tu t'identifies peut-être plus au personnage quand t'es un homme et t'as peut-être plus envie de faire du jeu vidéo. Et du coup, tu vois, c'est un peu. Mais malheureusement, mais du coup, en fait, à mon avis, il n'y a pas une sorte de complot machiste. Ah non, c'était pas ça que je voulais dire. Mais je sais bien. Mais du coup, ouais, malheureusement, à mon avis, c'est tout bête, quoi, comme explication. C'est tu fais un homme parce que t'es un homme et que toi, ça te paraît. Plus simple et plus logique et que ton personnage il te ressemble en fait finalement. Souvent quand t'écris une histoire ça te ressemble quoi. Donc écrire un personnage masculin quand t'es une femme inversement. Dans la littérature, au cinéma, il y a quand même pas mal d'hommes qui ont eu des protagonistes féminins extrêmement développés, tu vois, donc je pense que c'est quand même pas une excuse qui justifie tout. Ah non mais c'est pas une excuse hein. Mais voilà, on va pas non plus dire le jeu vidéo c'est que après, des mecs. Non, bien sûr. Les thématiques aussi du jeu vidéo de base qui ont été genrés en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on te dit t'es un mec, t'as une armure, machin. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve qu'en plus la figure de la guerrière dans le jeu vidéo est plus généralement en fait dans tous les médias un peu geeks, que ce soit le comic, que ce soit le manga, que ce soit le cinéma en fait. Et cette figure en fait la femme combattante est toujours hyper sexualisée. Parfois jusqu'à l'absurde. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le concept de boob plate. Non, c'est quoi ? Le boob plate, en fait, c'est en gros quand on dessine un personnage de femme avec une armure, on va lui faire une armure avec la forme d'Enibar, comme inclus dans l'armure, alors que c'est une totale absurdité. En fait, quand tu fais une armure, le principe c'est d'avoir le moins en fait, de coins possible, parce que c'est ça les faiblesses qui vont faire la faiblesse de l'armure. Enfin, je veux dire, dans tout un tas de jeux coréens, par exemple, il y a des trucs un peu débiles qui font que quand tu as un personnage féminin, tu évolues dans ton jeu de rôle et donc tu vas avoir des armures qui vont être de plus en plus puissantes. Et elles seront de plus en plus puissantes, mais de plus en plus sexy aussi. Ouais, d'accord. Ce qui fait qu'en fait, finalement, à la fin, ton armure la plus puissante, ce sera une espèce de string ou je sais pas, des habits complètement absurdes. Alors en fait, c'est un truc, là, tu fous un peu d'épée là-dedans. Et puis, donc bon, c'est un peu débile et c'est assez récurrent. Bon, c'est un côté drôle, mais le problème récurrent rend la chose moins fun. Quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Bon, alors tout ça c'était je laisse parler. Petite intro donc pour évoquer en fait le jeu dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Hellblade Senua's Sacrifice, qui veut dire la lame de l'enfer, le sacrifice de Senua, donc un truc extrêmement positif comme vous le voyez. Et c'est dans un de tes tops. Je l'ai déjà mentionné. Oh, bien joué. Il y en a qui suivent, il y en a qui lisent mes articles. Moi aussi je les lis, mais d'ailleurs je me souviens très bien. Et donc j'ai choisi ce jeu-là parce que je trouve que ça va assez clairement à contre-courant en fait de tout ce qu'on a parlé juste avant, notamment en termes d'hypersexualisation des héroïnes. Notamment, ça se voit directement en fait quand tu as un premier aperçu de l'héroïne qui a une armure tout à fait fonctionnelle pour se battre, pour faire des combats avec d'autres gens, quoi. Même ça se voit, je pense, au niveau de son physique, où il n'y a pas en fait ça coche pas du tout tous les critères de la cheveux beauté longs, classique. ou tresses. Ouais, voilà, des traits extrêmement fins, un peu à l'elfique ou quoi. Non, tu sens que c'est une vraie personne. Enfin, il y a une caractérisation déjà en fait dans le physique de la personne. Et ça, je trouve ça assez cool. Et en plus, c'est d'autant plus remarquable en fait que c'est un jeu en fait relativement moderne, donc avec
tu sens qu'en fait ils ont utilisé une actrice sur laquelle ils ont fait de la motion capture en fait, et donc comme du coup, avec c'est quoi, c'est Ellen Page, non c'est l'autre, celle que j'adore là, The Last of Us. Ah oui, dans The Last of Us, c'est Ellen Page qui sont. C'est ça. Non, en fait c'est pas comment dire, ils ont pris un personnage qui lui ressemblait beaucoup. C'est vrai. Oui, mais c'est pas Ellen Page. Ah, on dirait grave. Oui, mais en fait, justement, c'est ça, il y a une petite anecdote, c'est que Ellen Page, du coup, a fait une petite pique en disant ouais, c'est vachement cool que vous repreniez mon physique. C'est vrai. Bon, elle les a pas poursuivis en justice, malheureusement, mais non, je crois que c'était pour un autre jeu que Ellen ok. Page avait fait du boulot. C'était un jeu de, je sais plus comment il s'appelait, c'était une boîte française en fait qui avait fait un jeu, et effectivement, ils avaient pris cette actrice. Ok. Et bref, je sais plus où j'en étais. Pardon. Oui, c'est une motion capture. Oui, voilà, donc du coup, ils ont fait une motion capture d'une actrice, et en fait, il y a, je sais pas, il y a un grain de peau qui est super réaliste, il y a des animations faciales en fait qui sont assez hallucinantes, qui permettent vraiment de développer tout un panel en fait d'émotions, et qui sont vachement importantes parce que en fait, du coup, elle va suivre une aventure en fait dans le jeu qui va lui faire éprouver de la peur, de la haine, de la rage, et donc du coup, ça se voit vraiment vachement sur son visage, quoi, et c'est assez cool. Ça, c'est chouette. Et donc du coup, bon, ça parle de quoi, Hellblade? Donc c'est, comment dire, pour aller vite, en fait, ça reprend un motif mythologique qui est assez classique, qui s'appelle, pour les intellos du coin, la catabase. Et en fait, c'est un mot très intelligent pour dire que en fait, c'est juste le héros qui descend aux enfers, quoi. Et donc c'est un motif en fait qu'on retrouve souvent dans la mythologie grecque, mais qui va se retrouver en fait dans toutes les mythologies de la planète. Tu vas retrouver ça au Japon, tu vas retrouver ça en Amérique du Sud, enfin même Jésus en fait, pour le coup, la mort et la résurrection de Jésus, ça peut être vu comme une catabase. D'accord. Et donc là, ça reprend vraiment quasiment, comment dire, vraiment de très près le mythe d'Orphée. Donc Orphée qui va rechercher Eurydice aux enfers, et là, sauf que là, en fait, ça inverse les rôles, quoi. C'est en gros, c'est la femme qui va rechercher son amant en enfer, quoi. Ok. Et du coup, c'est vraiment, comment dire, c'est très très sombre, forcément ça se passe en enfer, quoi, mais c'est une vision de l'enfer qui est vraiment très psychologisante en fait, où en fait ça représente presque plus un enfer intime qu'un enfer mythologique. En fait, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que cette fille-là, elle a complètement été traumatisée, et que du coup elle va ressentir en fait des émotions extrêmement puissantes, et qu'elle va matérialiser en fait dans son enfer propre, quoi. Et donc le jeu comment dire, il a un gameplay assez polymorphe, dans le sens où ça va être à la fois du combat, à la fois de la résolution d'énigmes et de l'exploration. Ah, c'est cool. Et c'est assez cool. Alors après, t'as des mécaniques de combat qui sont assez simplistes. Tu sens que c'est un jeu qui a été fait en fait avec finalement assez peu de moyens, donc ils ont préféré en fait pas faire des gameplays trop compliqués. Mais c'est pas forcément trop grave, dans le sens où le jeu est assez court. Oui, c'est quoi comme genre de jeu, tu l'as dit? En gros, c'est ça, c'est un jeu d'aventure, action, quoi. Ouais, du coup, c'est 10 heures de jeu ou comme ça, ça va durer 7-8 heures. Ah, c'est cool, heures en moi, tout. Et en fait, tu vas suivre en fait l'avancée de ce personnage-là, en fait, au fur et à mesure des différentes strates de l'enfer, où en fait, elle va avoir en fait à affronter toutes ses peurs et tous ses doutes, en fait, au fur et à mesure. C'est cool. Et c'est assez classe dans le sens où il y a une mise en scène extrêmement léchée, où en fait, c'est un personnage qui est tellement barré en fait dans sa tête qu'elle entend des voix, qu'elle a des visions. Et en fait, le sound design du jeu est super bien foutu, ce qui fait que si tu joues au casque, en fait, il y a une spatialisation du son qui fait que tu vas entendre les voix en fait à plusieurs endroits, en plus plusieurs voix en même temps. En fait, franchement, quand tu joues le soir au jeu, t'es pas bien pour dormir, quoi. Franchement, parce que le voice acting est vraiment génial. Ça va assez loin dans je sais pas, un peu dans le trash. Tu sens que ce qui lui est arrivé, c'est vraiment pas cool, quoi. Et ce qui est cool, c'est que ce personnage là, tu sens que c'est pas une guerrière badass, quoi. C'est en fait un personnage qui doute beaucoup, qui va devoir affronter beaucoup ses peurs, et en fait, la voix qui va pas arrêter de la harceler, en fait, elle va pas lui dire mais en fait, ce que tu le fais vraiment que pour ta gueule, t'es mauvaise, tu sais rien faire, enfin, il y a que des trucs un petit peu comme ça. Et malgré, en fait, toute sa difficulté un petit peu à aller à l'encontre de ce qu'elle va rencontrer, en fait, elle est toujours un peu debout, elle va toujours finir par se relever, il y a un côté un petit peu, je souffre, quoi, mais au final, je vais vraiment jusqu'au bout. Et je trouve que le rythme est assez bien foutu dans le jeu, c'est qu'au début, t'es vraiment au fond du seau, quoi. Tu sens qu'elle a pas du tout confiance en elle pour retrouver son amant, et sa voix, elle va lui dire que de toute façon, c'est à cause de toi qu'il est mort, enfin tu vois que des trucs un petit peu trash comme ça, quoi. Elle a ses cauchemars, elle a ses fantômes. Ouais, c'est un petit peu ça, et puis t'as vraiment des scènes qui sont extrêmement oppressantes, et qui font référence en fait à des événements un peu traumatiques de sa vie. Enfin, ce qui est cool, c'est que c'est aussi un peu un sous-texte, c'est-à-dire que c'est pas
comment dire, c'est pas... c'est subtil en fait dans la façon de faire des références aux événements traumatiques de sa vie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça va vraiment monter en pression jusqu'à la fin, des moments vraiment super épiques, et c'est vraiment vachement cool. Ouais, voilà. Ça a l'air super bien. Tu dis que c'est avec peu de moyens, mais en fait, j'ai l'air quand même assez. Alors le jeu est absolument magnifique, ouais. Graphiquement. Je pense qu'ils ont quand même dépensé quasiment tous leurs moyens là-dedans, dans la façon de faire du son, dans aussi le voice acting des acteurs. Enfin, tu sens qu'ils ont pris des gens dont c'était le boulot, quoi. Et par contre, en termes de dimension, le jeu est assez court. Tu sens qu'en termes de gameplay, il y a des trucs, il y a des idées, mais qui n'ont pas été menées jusqu'au bout. Donc, et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se voit. C'est un peu dommage d'une certaine façon, mais en même temps, je trouve ça cool qu'il y ait des boîtes de jeux vidéo qui n'ont pas les moyens de Rockstar pour faire du GTA ou du Red Dead Redemption, ou qui peuvent faire des jeux vidéo qui sont ambitieux, qui sont un peu bancales d'un certain point de vue, parce que d'un point de vue combat, en fait, ça va être assez rapidement répétitif, en fait. Ouais, d'accord. Mais l'intérêt, c'est que comme ça dure que 7-8 heures, t'as pas trop le temps de t'emmerder. Ouais, contrairement à... Il y a un RPG là que tout le monde aime et auquel je joue. Et qui est vraiment chouette, et que les combats c'est toujours la même chose, et que moi ça me... Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est... Final Fantasy. Non. Dragon Quest ? Ouais, non, c'est ça ? C'est possible. Ouais. C'était un RPG en tout cas. Oui, ouais, je crois que c'est ça. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, donc c'est possible. Non, ouais. Bon, bref. Merci Guillaume, c'était hyper intéressant comme d'habitude. Bon, du coup, c'est mon tour. Ouais. Et moi, j'avais envie de vous parler d'un roman que j'affectionne énormément, qui est Les Îles Glorieuses de Glenda Clark, que m'a conseillé Renaud de Série B, qui est un super libraire. Mais toi aussi, t'es un super libraire. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, je lui ai demandé, pour la petite histoire, je lui ai demandé un truc qui ressemblait à la stratégie Under, que j'aime beaucoup, et au Salaud Gentilhomme, que j'aime beaucoup, qui sont à chaque fois des aventures avec un univers très marqué, un style d'écriture assez poussé, et de la fantasy, de la fantasy. Parce que Ender, c'est du fantastique. SF, du coup. Ouais. Mais ce que je voulais, c'était une aventure avec un personnage, un univers chargé, et un truc qui ressemble à rien de ce qu'on peut trouver dans la jeunesse. Moi, je veux que ce soit bien écrit, en fait. Moi, je trouve qu'on peut lire je peux lire n'importe quoi, mais je suis très attachée aux mots, au style, à la linguistique, et donc je veux des univers un peu poétiques, j'en sais rien. Et ça, du coup, c'est plus orienté jeunesse, alors, du coup Pas du tout. Justement, je lui ai demandé un truc dans ce style-là, quoi. Pareil, Les Salauds Gentilshommes, c'est l'histoire d'un orphelin, c'est un monde un peu de pirates, et après, c'est un petit peu aussi... Renaissance, j'ai toujours un peu de mal avec les trucs d'histoire, et c'est vraiment génial, j'en parlerai peut-être un jour. Et donc du coup, Les Îles Glorieuses de Glenda Clark, c'est une saga, il y a 3, c'est une trilogie. D'accord. Il y en a que 3, et après c'est fini. Qu'est-ce que c'est ? Donc Glenda Clark, elle a aussi écrit Faiseur de Mirages, que j'ai pas lu, et il me semble que le reste n'est pas traduit, c'est une australienne. Et donc du coup, de quoi ça parle ? Ça parle de Braise sans mêlée, qui est donc une sans mêlée, et c'est aussi son nom de famille. Elle est orpheline, en fait, on lui a donné ce nom-là, et elle vit sur une île sur laquelle règnent 2 sortes de magie. La magie carmine, donc la magie rouge, la magie méchante, la magie qui sent fort la méchanceté, vraiment, tu vois. Et la magie sylve, qui est une magie de soin et une magie de paraître. Donc vraiment une magie où je vais pouvoir modifier mes traits. Et là, tu retrouves un peu un côté elfe. Alors, c'est pas de la fantasy, hein, c'est vraiment plus du médiéval fantastique, truc comme ça, quoi. Ça se passe du coup dans un univers médiéval, quoi. D'accord. C'est pas... oui et non. Mais en fait, c'est un mélange de tout un tas de trucs, quoi. T'es sur une île, il y a un royaume, il y a des combats, il y a des guerres, il y a du politique. Il y a aussi un gros aspect politique. Un peu de technologie en fait aussi ou c'est... Pas trop, non, on est plus sur de la technologie, justement du médiéval fantastique, avec des bateaux, machin, et il y a de la magie. Et donc cette magie sylve, donc on retrouve le côté elfique dans le faciès, quoi. On va pouvoir modifier son nez, avoir des traits fins, etc. Et donc on ne peut en rien contrer la magie carmine, du coup. On peut juste la soigner. Et là-dedans, il y a aussi les clairvoyants, et c'est le cas de Braise sans mêlée,
qui voit la magie, mais ne peut pas agir dessus. C'est-à-dire qu'elles peuvent pas utiliser de magie, mais... Elle a pas de magie, mais elle la voit. Ce qui fait qu'en fait, elle sent, justement, l'idée Oui, de... d'accord. Ça pue la magie carmine, c'est de la magie méchante. Hein. On n'est pas gentil, en fait, quand... Non mais vraiment, tu vois, c'est Oui, pas c'est- genre les c'est pas serpentards, genre- oui, ils sont pas si méchants. D'accord, ouais. C'est Non, pas, non, c'est pas la magie, elle est un outil, et tu peux en faire du bien comme du mal. Non, Non, non. si tu fais du carmine... Magie c'est noire, magie du forcément- sang. enfin, Ouais, un c'est truc, ça. Ouais, la magie du feu, enfin, tu vois, le feu, c'est rarement sain, quoi. Ah, Même c'est si ça peut être la lumière et la chaleur. Mais... Plutôt Voilà. synonyme de destruction, en général. Voilà, là c'est plus effectivement. la destruction. Donc c'est cette idée-là, elle la voit, et pareil, elle voit la magie Sylve aussi, donc elle voit bien si tu vas changer ta tête pour avoir un peu plus beau, et donc elle voit bien ta tête très moche avec ton nez trop laid et tes yeux, tu vois, C'est pas qui gentil, partent dans ce tous que les tu sens. dis. Non mais je te dis pas à toi. et donc voilà. Et donc bref, sans mêler, donc elle est orpheline, elle a été recueillie par le gouvernement, et elle fait les sales travaux du gouvernement. Les clairvoyants, il y en a très peu, et c'est très utile du coup. Et elle a été entraînée au combat, tout ça. Et donc elle est très bonne au combat, et... Parce que j'ai une question, Mignon. du coup, Mm. les gens qui pratiquent la magie, ils Ouais. peuvent voir l'école de magie adverse? Par exemple, les Sylves peuvent voir la Non. magie carmine? C'est ça qui est Ouais, marrant, d'accord. en fait, c'est que du coup tu sais jamais trop d'où ça vient et tu ne vois pas la magie. Tu vois, c'est pas comme dans Harry Potter par exemple où tu vois le sort arriver, là Putain, ok, tu t'as ne des effets. vois pas le... Tu vois pas qu'on t'attaque, quoi. Ah oui, et je vous ai pas dit, la magie Sylve aussi, elle fait aussi de l'apparat du... par exemple, elle fait des feux d'artifice. Tu vois, c'est eux qui s'occupent des fêtes, Ok. tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Ça, C'est un peu la magie des bisounours, quoi. Non, en plus pas tant, parce que du coup c'est quand même le haut peuple qui se fait modifier le... Tu vois, c'est les riches D'accord, ouais. qui sont beaux Faut la et... chirurgie réparatrice. Ouais, ce genre de choses là, tu vois. Parce qu'ils peuvent modifier aussi l'apparence des autres, pas uniquement la leur. C'est en ça, fait. ouais. Ah, d'accord. Et donc voilà, et donc elle fait le sale boulot du gouvernement, pourquoi parce qu'en fait elle voudrait être citoyenne, parce que vu qu'elle est sans mêlée, en fait elle est métisse, et ben elle n'est pas citoyenne. Tu le vois, si t'es citoyen, sur le lobe de l'oreille, t'as un petit tatouage en fait, et elle n'en a pas. Et quand tu dis métisse, ça veut dire que c'est les sangs mêlés entre quel sang, en fait, du coup? Bah je sais pas, mais je me souviens plus. Mais tu sens qu'elle est métisse au début. Tu vois, en fait, tu sens que c'est vraiment un problème de racisme, quoi. D'accord, Et ouais, vraiment, il y a une notion de racisme dans le... Enfin, elle est métisse sur sa peau, elle a la peau foncée claire. Donc tu vois déjà, ça évoque vraiment le racisme dans Oui, le monde d'accord. d'aujourd'hui en fait. Et donc voilà, et donc elle fait et ça l'a jamais dérangé, c'est une dure et elle fait le sale travail parce qu'un jour bah, elle sera citoyenne et ce sera cool quoi. Le truc c'est qu'un jour on lui donne une mission de retrouver une promise qui s'est évadée ou qui du moins a disparu. Et bah, comme d'hab, elle la cherche, elle la trouve, en plus vu qu'elle sent et qu'elle a forcément disparu avec de la magie, sinon c'est difficile d'embrouiller les gens. Elle Du fait- coup, elle voit et elle sent? Enfin, Ouais, elle voit et elle d'accord. sent, ouais, c'est marrant. Ouais. Et vraiment j'aime bien. Elle la retrouve, c'est le début du bouquin, et me dis pas que je spoil. Et je te vois arriver. Et le truc, c'est que cette promise-là, elle a une bonne raison de s'échapper, c'est que son mari, quand elle se rend compte de qui est le mari, elle va finalement décider de pas la ramener à son futur époux, son époux promis. Du coup, elle va se mettre un peu à dos. Et ses ouais. employés. Et en fait, c'est la première fois. Tu sens que la décision est très très dure parce qu'en fait, donc du coup, je me souviens plus tout à fait, mais il y a plein de femmes. Je me demande même s'il y a pas un truc. C'est assez sale. Tu vois, c'est assez dur comme bouquin. C'est vraiment adulte. T'as un côté. Ok, ouais. Je me demande s'il y a pas, ils maltraitent pas des enfants ou quelque chose comme ça. Tu vois, fait vraiment quelque chose de pas beau Ouais. quoi. Et effectivement, là, elle décide de pas la ramener. Et le truc, c'est que c'était un mariage politique, une alliance entre deux villes. C'est un truc critique. Et donc elle se retrouve dans un truc pas possible et c'est le début de la trilogie. C'est génial. C'est très bien écrit, donc c'est très beau. C'est très prenant. C'est vraiment les bouquins que tu lisais quand t'étais plus jeune, mais du coup écrits pour les adultes. Oui. Parce que moi, tu vois, j'ai beaucoup d'amour pour certains bouquins, genre, qu'est-ce que j'adorais, Uglies, Pretties, tout ça, qui étaient des bouquins, alors je suis peut-être un peu jeune par rapport à vous, mais du bouquin fantastique, mais jeunesse, et tu peux pas trop le lire adulte, enfin, il me Oui, semble c'est pas. des trucs, quand tu les relis, tu dis, ouais, en termes de style, C'est c'est ça. pas non plus fou. Et ouais. quand tu lis beaucoup, parce que si tu lis pas beaucoup, j'imagine que ça dérange moins, mais tu sais, c'est comme le cinéma, plus tu Ouais, t'as pratiques plus de- et plus t'es chiant, moi je me trouve chiante un petit peu. Et Mais du coup, oui, là, c'est je. critique, Ouais, c'est ça. Et donc, moi, ce bouquin, j'ai trouvé ça génial, je les ai bouffés pendant mes vacances il y a un petit moment déjà. Il y en a que 3.
ce qui est super chouette, c'est que par rapport à la trilogie, donc alors c'est pas un roman épistolaire qui sont peut-être mes romans préférés, mais il y a quand même une idée de lettre dès le tout premier chapitre, où en fait au début tu sais, il y a un neveu qui s'adresse du coup à sa famille, et tu comprends pas trop où ça va, mais petit à petit tu comprends évidemment, et ça va mener à tout un... C'est vraiment des personnages qui sont pas principaux, sont même pas secondaires, quoi. Ouais. C'est cette famille qui communique, et au bout d'un moment, ça prend sens. Voilà, et après, sinon, ça parle d'émancipation, ça parle d'amitié, ça parle de tout un tas de choses comme ça. C'est une femme forte, mais c'est une femme aussi, tu vois, qui a des sentiments, et du coup, ça travaille tout un truc. Elle a des faiblesses, elle pleure, enfin, tu vois, t'as des vrais personnages à l'intérieur. L'univers est super bien. Ça donne envie qu'il y ait des films, mais évidemment qu'il y ait des bons films, quoi, parce que les adaptations, c'est souvent... Le problème des adaptations. Pas de film, en fait. Ouais, voilà. Mais du coup, si vous connaissiez pas, moi je vous conseille vraiment beaucoup. Alors, elle a eu des... trucs, ça a l'air cool, ouais. Ouais, elle a eu des prix aussi, je me souviens plus quoi, mais elle a eu des prix, et moi je pense que j'ai regardé ce matin La Faiseur de Mirage, peut-être que c'est bien, faut que j'aille demander à Renaud pour lui demander si ça vaut le coup de le lire. Ce que je trouve assez marrant, en fait, dans ces séries un peu... fantastique avec des pouvoirs, c'est que c'est les mecs qui inventent en fait des systèmes de magie, mais ils sont obligés en fait de plus en plus de trouver des trucs un peu originaux, quoi. Ouais, et là ça l'est, c'est ça qui est chouette, quoi, c'est que ça modifie vraiment, enfin moi qui suis assez fan du thème, quoi, des sorcières, des fées, des écoles de magie, des trucs, là moi j'ai retrouvé quelque chose de très différent. Moi j'avais lu un bouquin, je me souviens plus du nom de la série, mais le système de magie était très particulier, c'était de l'allomancie, je crois. Ok. Et en gros, ils mangeaient des métaux, et en fait, ils faisaient une espèce d'alchimie à l'intérieur de l'estomac, et ça leur permettait de lancer des sorts. En fait. Ok. Un truc hyper chelou, quoi, mais... Ouais, bah si ça marche. Okay. Mais c'était cool, quoi. Ouais. Je vous donne pas du tout le nom de ce que c'est, mais... si tu le retrouves, on le mettra en... C'est ça, en post-prod. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah super. Et c'est... Ouais. T'as un truc à ajouter? Ouais, non, c'était sur les magies, en fait, c'est vraiment un truc noir où finalement il n'y a pas de bon d'un côté et de méchant de l'autre, ils sont tous à leur mauvais côté. Ouais, c'est ça. Ouais, la magie, c'est pas beau. Ouais. Ah, bah ouais, ok. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que c'est pas beau par la politique, c'est pas beau par... En fait, c'est les gens qui ont le pouvoir. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, aussi, t'as des aspects où à un moment tu vas être dans le futur et il y a plus de magie. Et du coup, en fait, ça c'est les prochains bouquins. D'où vient la magie? Je suis pas en train de spoiler. Non, mais justement, ça... Et du coup, c'est un autre aspect intéressant. C'est pas mal que tu parles de ça, j'avais oublié d'en parler. Alors du coup, il y a des gens qui disent que c'était juste des légendes, sauf que toi, t'as suivi le truc. Et tu dis, mais est-ce que je l'ai pas tout imaginé? Parce qu'ils commencent à dire que tous ces trucs-là, vu que personne le voyait, et qu'il y a que quelques personnes qui étaient clairvoyantes, non, en fait c'était de l'imagination collective, un folklore, parce que le reste du monde, et en fait là t'es sur la colonisation, eux ils étaient un peu hors du monde, et un jour y a des bateaux, il y a Christophe Colomb qui va en Amérique, etc. Et, Ah d'accord, donc du coup c'est quand même à l'intérieur de notre monde à nous. Ouais, plus ou moins, c'est vague, mais t'as cette idée-là. Non. Ah, c'est une bande-annonce là, il y a plein d'éléments. Et voilà, j'arrête là du coup. Mais juste pour pour finir, moi ça me fait penser un petit peu à pas mal de séries qui essaient un peu d'expliquer d'où viennent leurs pouvoirs magiques. J'adore ça. Je pense à La Roue du Temps par exemple, au début qui ressemble à un truc en fait de d'heroic fantasy mais méga classique. Et en fait, il y a pas mal de références dans certains épisodes où ils vont te faire croire en fait que finalement la magie ça a peut-être été créé de façon un peu technologique, mais tu sais pas trop d'où ça vient. Enfin, c'est des trucs assez cool. Moi, les œuvres qui expliquent typiquement qui expliquent l'histoire, certains épisodes de Doctor Who, genre Pompéi. J'en dis pas plus. Trop bien. Et avec David Tennant. Ah non, c'est avec Matt Smith. Non, c'est avec David Tennant. C'est Tennant, je crois. Oui. Les deux sont bien. C'est Tennant. Ouais, c'est David qui est mieux. Bref, on passe au vrac. Les recommandations qui parlent du thème, du coup, les guerrières. Es-tu resté dans le thème, Johan? Et je vais démarrer avec une guerrière. Stromkist. C'est une warrior de la life. Des cœurs. Liv Stromquist, de l'origine du monde de Liv Stromquist. Tu connais pas? Tu connais pas? Tu connais pas? Ton livre préféré t'avait montré, je crie. En plus, c'est vrai que ça peut vraiment me plaire. Ouais. Liv Stromquist, c'est une auteure suédoise qui a fait des études en sciences politiques et qui s'est lancée dans la bande dessinée en faisant des... Voilà, qui est très engagée dans le mouvement féministe, qui fait beaucoup de rencontres à ce sujet. Qui est génial. Alors, elle en a fait 4 à ce jour. Les sentiments du prince Charles,
L'origine du monde, I'm Every Woman, Ouais. et j'ai oublié le titre. Je l'ai, attends. Juste avant. Où est-ce qu'il est En plus, je l'avais là, tu vois, j'allais le citer avec toi. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vous C'est ferai pas un très commentaire. Du coup, moi j'ai pris celui-là parce que je trouve que c'est vraiment. Les autres sont très bons. Celui-là est vraiment génial, c'est le plus abouti, c'est le plus dense. En fait, c'est vraiment de l'essai en bande dessinée. C'est du pur documentaire. Très riche. Où il va parler en fait, du sexe féminin en fait, et de l'évolution, la vision du sexe féminin à travers les âges. Mais vraiment, comment l'homme, le patriarcat, en fait, se l'est approprié et l'a rendu tabou en fait, au fur et à mesure. Donc elle parle vraiment avec plein de... C'est extrêmement référencé. Alors, je crois qu'il y en a pas mal... C'est dans celui-là le top 5 des hommes qui ont plus le nuit aux femmes? C'est pas celui-là. Ah, je me souviens plus. C'est marrant, en fait, elle est hyper drôle parce qu'elle parle... On dirait un blog, tu vois. C'est tout de moi, ouais. Donc il y a une grosse bibliographie, donc c'est extrêmement renseigné là-dessus. Donc elle parle de la préhistoire, notamment avec toutes les Vénus qui ont été retrouvées, où le sexe féminin a été déifié. Voilà, la femme en général, mais la femme nue, le sexe féminin, parce que voilà. Et que ça, au fur et à mesure de l'histoire, démarrage avec le Moyen-Âge, mais que ça allait de pire en pire, en fait, finalement, à partir de la Renaissance, et surtout avec l'arrivée de Freud, de la psychanalyse et de toute cette mouvance où, avec la religion auparavant, qui a vraiment déjà étouffé ça, et l'aide des politiques et de cette science, en fait, apparue au XXe siècle, il a vraiment été devenu un tabou, en fait. Mais véritablement. Donc elle va faire plusieurs chapitres sur la vision, le visuel, enfin le sexe féminin, son apparence, son apparition, sa vision nue, on va dire, mais aussi sur les règles, sur la femme en elle-même aussi, sur sa présence. Voilà. C'est fait avec... C'est très bavard. C'est beaucoup de textes, d'illustrations, c'est un mélange collage. On est parfois dans le mélange dans l'art, voilà... C'est plutôt art décoratif, du collage, quelque chose de très... en fait, elle exprime son propos de différentes manières, quoi. Et juste pour dire, l'origine du monde, c'est un tableau. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. C'est un tableau où on voit le sexe tout à fait. Incroyable. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, donc, c'est hyper documenté, etc. Et puis après, elle dessine une nana qui danse et qui a ses règles, donc elle en met partout. Tu vois, il y a ce côté, je fais ce que je veux, je fais mes règles. Exactement. Et d'ailleurs, l'histoire fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle dit franchement. Et c'est surtout très drôle aussi. C'est extrêmement instructif, mais elle fait ça avec beaucoup d'humour, avec un énorme cynisme, où elle s'en prend à tout le monde. Vraiment à tout le monde, voilà. C'est de tous les côtés. C'est vrai que c'est un vrac, donc voilà. Et son bouquin, c'est pas Stupeur et quelque chose? Si, mais je vais pas... Donc elle aborde deux autres thèmes, en fait, mais toujours orientés sur le féminisme au retour. Je passe. Parce que finalement, je voulais beaucoup parler de celui-ci à la base, Martha Washington, que je voulais vous présenter en fait, mais j'ai pas eu le temps de relire la trilogie. D'accord. Donc ça serait un petit vrac. Je connais pas du tout. De Frank Miller, donc ce cher Frank Miller, au scénario, auteur de Sin City, scénariste de Batman The Dark Knight, et Dave Gibbons, dessinateur de Watchmen quand même. Voilà. Alors Martha Washington, c'est une... Le mec il lit ce qui est marqué dessus. Ah mais oui, en plus. J'ai révisé, hein. C'est super libraire. Le mec il laisse ses anti-sèches coller sur ces trucs, quoi. Merci. C'est de l'anticipation. Alors de l'anticipation qui n'a plus cours parce que ça se démarre en 95, ça naît à la naissance de Martha Washington. D'accord. Et en gros les événements se passent en 2009-2010. Voilà, je reviens dans le thème parce que c'est vraiment une guerrière. Elle va s'engager en tant que soldat pour la Pax. L'armée américaine. Alors c'est dans une Amérique morcelée. Le président qui était en place jusqu'alors, c'était une sorte de mélange entre Nixon, Reagan, voire Bush, voilà, libéral à l'extrême. Et elle, en fait, elle a grandi dans un ghetto. Alors ce ghetto, c'est une sorte de ghetto-prison, où en gros toutes les minorités, en fait tous les Afro-Américains étaient parqués là-dedans, ainsi que d'autres personnes, sans pouvoir sortir, en fait, ils avaient quasiment pas de droit. Donc elle est passée par la drogue, par le meurtre, par vivre dans la rue, sauf que voilà, sa solution un jour ça a été de rentrer dans la Pax parce que l'armée ne demande aucun antécédent, voilà. Il faut y aller et vous serez ressorti vierge de tout péché. Alors moi graphiquement, j'aime beaucoup son univers. Ouais, j'adore. Et surtout c'est extrêmement riche. Alors c'est une série qui me met vraiment porte-à-faux parce que le personnage de Martha Washington, c'est vraiment le symbole de la liberté, de la justice, voilà, elle veut ça pour
tout le monde, mais en même temps, c'est un récit extrêmement américain, très libéral. D'accord. Donc c'est la lutte armée, vraiment à tout prix, pour accéder à la liberté, cette notion de liberté qui peut être toujours personnelle, en fonction des situations. Je trouve que c'est extrêmement riche. C'est aussi du Frank Miller, donc il s'en prend de tous les côtés, la politique notamment. C'est un récit quand même très, très antiraciste. En fait, je trouve que c'est assez intéressant pour essayer de comprendre en fait la culture américaine qui est vraiment très différente de la nôtre, ce qu'on a tendance à oublier, et qui peut faire coïncider en fait d'excellentes valeurs avec de l'excès carrément. Et dans Martha Washington, il y a ça, où on s'aperçoit qu'en fait, elle va toujours au bout des choses, elle, pour cette liberté, mais que ça reste une soldate et qui va toujours au bout des choses. Alors il y a bien sûr des tas de pourris comme il sait en faire, où elle va lutter contre, mais voilà, c'est trilogie. Alors le premier volume constitué comme une première histoire. D'accord. Après il y a des rebondissements parce qu'on est vraiment sur l'aspect technologique, il y a le morcellement des États, qui est... Vous voyez voir de tout, donc il y a une secte, on était là qui se confectionnait en tant que secte religieuse, l'autre il y a un chirurgien général qui est devenu un fanatique de la santé. Donc tout ce qui est, parce qu'il y a des mutants à cette époque-là, et tout ce qui est malade c'est soit soigné, soit éliminé, il préfère la méthode éliminée. Ok. Voilà. Oui, d'accord, je peux le... Donc moi aussi. Il y a toujours cet aspect-là, et c'est assez étonnant parce qu'il a dû... Alors, je me souviens plus très bien, mais ça doit donner... ça doit donner des 90. Enfin, donc c'était pas très loin après, en fait, qu'il a décidé de passer son histoire, comme essayer de marquer une anticipation impossible, en fait. Et on se rend compte que finalement, le président, qui est un homme assez horrible, le président actuel le dépasse, en fait, par certains aspects. Et c'est assez étonnant. Alors, il y a des choses qui sont un peu diversifiées. Bon, il y a le côté très SF. Mais voilà, il y a des échos qui, tristement, c'est un genre de récit d'anticipation où on voit un peu les répercussions aujourd'hui dans une forme. Dépasser la fiction. C'est tout à fait ça. Voilà, Martha Washington, c'est à la fois super. Faut le lire quand même avec assez détaché. Martha, c'est notre super monteuse aussi. On l'aime, elle est là. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà, je t'ai coupé. Mais elle s'appelle pas Washington. Mais voilà, c'était... Tu me le prêtes ? Non. Ouais, ça, je m'attendais. Mais en vrai, il me le prête. Ok, à toi, Guillaume. Alors, moi, c'est guerrière, mais guerrière moderne, on va dire. C'est une œuvre vidéoludique, là encore. C'est un jeu vidéo, mais qui se tourne peut-être plus vers l'installation, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est malheureusement pas disponible ni en téléchargement, ni en achat sur Internet, quoi. Okay. C'est une nana, en fait, qui s'appelle Angela Washko, qui est une artiste féministe, en fait, qui se balade, en fait, un peu dans tous les pays et qui propose quelque chose qui s'appelle The Game, The Game. En fait, c'est en référence à un bouquin. Ça, c'est mindfucking. Et en gros, c'est en référence à un bouquin de Neil Strauss qui s'appelle The Game, en fait, et qui est un peu le bouquin emblématique de ce qu'on appelle les PUA. Je sais pas si vous connaissez. Les PUA, ça veut dire pick-up artist. C'est ceux qui s'appellent les artistes de la drague. Okay. Il y a plein de blogs assez ridicules sur Internet. C'est un jeu de drague ? J'adore ça. C'est un jeu de drague, mais inversé. Ah mais oui, tu l'avais dit que tu allais parler de ça. J'en avais parlé. Et en gros, c'est au lieu de jouer le dragueur, dragueuse, enfin bon là pour le coup, c'est tu joues la draguée. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'est quelque chose qui est censé en fait te mettre dans les baskets en fait des nanas qui vont dans des bars ou dans des boîtes de nuit qui se font continuellement emmerder en fait par des dragueurs. Et c'est assez bien foutu dans le sens où c'est fait vraiment pour te foutre la pression. T'as une musique extrêmement stressante, t'as en fait des personnages qui ont des répliques et des façons de te draguer extrêmement perverses et qui sont typiques en fait des méthodes de pick-up artistes en fait, qui sont dues en gros, ces mecs-là, en gros, c'est des gens qui suivent des coachs en drague, quoi, et qui du coup vont être très, entre guillemets, adaptatifs, c'est-à-dire que dès qu'ils vont voir qu'il y a une méthode qui ne marche pas, et ben, ils vont tenter un autre truc, mais parfois de façon complètement incohérente, donc ils vont essayer une approche, et puis ils voient que c'est pas réceptif, donc du coup ils tentent une autre truc, quoi. Et on s'est pas déjà vu, non ? C'est comme des virus. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme la grippe. Mais du coup, dans le jeu, ça te donne vraiment, t'as l'impression que c'est presque des programmes informatiques. Et en même temps, quand t'interroges des femmes qui se font draguer, en fait, lourdiser dans des boîtes, ben, elles te disent que finalement, l'expérience n'est pas si lointaine que ça. Et... ça, je l'ai vécu hier soir. Écoute, voilà, exactement.
Et ce qui est vrai, enfin, le jeu va quand même assez loin parce qu'il va selon tes réactions, parce que du coup tu peux avoir des réactions qui vont de la réaction de colère pure et simple à l'ignorance, ou même tu peux aller dans leur sens, quoi. Et selon ta réaction, tu peux même quasiment aller à l'agression physique, quoi. Enfin, t'as des armes. Non, il n'y a pas des armes, ça va pas jusque là, mais c'est vraiment purement le gameplay, c'est vraiment purement du dialogue, quoi. Et l'objectif, c'est vraiment de te mettre un petit peu la pression et de te faire vivre, toi en tant que mec. De te mettre dans la situation d'une nana, quoi. Donc, mais vraiment dans ces situations là de drague. Donc voilà, c'est. Alors du coup c'est un peu chiant parce que je sais pas s'il va venir à Toulouse pour faire son truc, quoi, mais moi je pensais que le jeu était dispo en téléchargeant, parce qu'en plus c'est un tout petit jeu, c'est pas fait pour faire du fric en fait, donc je pensais que ce serait en dispo, en téléchargement gratuitement, quoi, mais non, même pas encore en tout cas, peut-être que ce sera fait à terme, quoi. Du coup en fait pour accéder, j'ai t'as un site internet où tu peux voir en fait une vidéo d'exemple du jeu avec une explication, mais du coup tu peux pas y jouer. Tu pourras y jouer uniquement si elle se déplace dans ta ville et ou si tu te déplaces dans sa ville. Ou si tu te déplaces dans sa ville. Donc voilà, bon, c'est assez cool, c'est pressurisant, mais la vidéo te donne quand même un bon aperçu. J'irai voir, ça donne envie. Cool, bah merci Guillaume. On passe à moi, mes vracs. Moi j'ai 2 vracs. D'abord, je vais vous parler d'une autrice que j'affectionne particulièrement. C'est Julia Wert. Je sais pas comment on dit. Je l'aime très fort. Damien il m'a dit non mais tu parles d'une guerrière. Et oui Damien, parce que c'est une guerrière. Je vais expliquer pourquoi et je vais essayer de faire court. Donc Julia Wert, elle a seulement 2 œuvres traduites en français si je dis pas de bêtises. C'est L'attente infinie et la suite Whisky et New York. Suite ou one shot, hein, mais c'est plus ou moins la suite quand même. Ouais, mais ça se suit quand même. Mais tu peux ne pas lire. Du coup, le premier, en fait, Whisky New York, c'est le premier. Oui, pardon. Bref. Et bref, je vais vous faire l'autre, bref. Et là, déjà, je sais que je vais vous accrocher, enfin toi tu es déjà accroché. C'est le premier bouquin, en fait, ça s'appelle Fart Party, et ça n'a jamais été traduit en français. On sent que c'est quelqu'un de majeur. On sent que c'est quelqu'un de majeur, exactement. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est Whisky in New York et L'attente infinie? Donc c'est autobiographique. Ça parle d'elle et ça parle de plusieurs choses en fait. Là c'est son arrivée à New York depuis ça. Alors, elle est pas dans une si petite ville que ça, elle est au début là. Ah non, c'est juste qu'elle est à Chicago, non elle est dans une grande ville. Elle est de l'autre côté en fait, elle vient de la. C'est ça, elle vient de la côte ouest et elle va sur la côte est. Ok, voilà. Et donc du coup c'est son arrivée à New York. Et donc voilà, donc déjà elle va se battre contre son stress, cette grande ville, etc. Il va lui arriver que des emmerdes. Elle va vivre 4 locations. La première c'est une sous-location avec des colocs bizarres. Après il y a que des proprios bizarres. On lui propose un appartement au sous-sol sans fenêtre. Enfin voilà. Elle va se battre pour chercher du travail, des travails minables. Alors je me souviens, c'était à un moment les serveuses de café, style Starbucks, et là il y a une cliente qui arrive qui lui dit qui c'est qui a dessiné ce petit truc de pourboire? Ah bah c'est moi. Je pensais pas que quelqu'un qui travaillait ici pourrait faire ça. Il dit pardon? Non, mais vous savez, les serveurs de café, sérieusement, vous êtes vraiment en train de me dire ça, là? Et voilà votre commande, me donnez pas une pièce, hein, je sais que vous en avez pas envie. Et bon, et en fait, voilà, donc elle peut pas s'empêcher de dire ce qu'elle pense, et donc d'être calée, quoi. Mais en même temps, elle se déteste pas, tu vois, elle est pas en train d'essayer de changer parce qu'elle aime bien ce qu'elle est. Alors elle va se battre aussi contre son alcoolisme, parce qu'elle picole grave. Et ça c'est assez drôle en fait, c'est marrant, il n'y a pas du tout de pathos dans son alcoolémie, c'est vraiment plus, elle picole et avec ses potes, ou des fois solo, et elle chante, et c'est marrant. Et elle va se battre surtout contre sa maladie, parce qu'elle a une maladie rare. Et voilà, et en fait, donc elle se bat contre tout un tas de choses, et pourtant, c'est hyper léger. C'est ça qui est chouette, quoi, c'est drôle. C'est vraiment très drôle. Enfin, moi, ça pourrait être sombre vu les thèmes qui sont abordés, mais... C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'elle raconte tout ça avec énormément d'humour. Ouais. Mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que ce qu'elle vit, c'est pas drôle du tout. Ouais, c'est ça. Et tu vois, là, typiquement, quand elle se fait contrôler, elle croyait qu'elle avait de l'herpès, et le médecin, donc là, tu vois, elle se dessine nue, elle monte sur ses fesses plein de petits boutons, et
Elle lui dit donc et voilà, elle lui explique que c'est grave. Et elle dit ah non mais oui vous pourriez mourir, tu vois, et tu sais les personnages se parlent d'une manière un peu ouais, tu sais, très théâtrale, quoi. Ils en font trop, c'est un peu absurde, quoi. Et en fait, c'est fou comme il ne se passe pas grand chose. T'es vraiment dans son quotidien, avec elle cherche un appart, elle cherche un taf, elle cherche à se débarrasser de cette maladie. Donc voilà, donc ça je vous conseille immensément. Et je vais essayer d'être courte sur Chi. Hop là. Qui est cette saga-là, je crois que. Non, il y en a un troisième qui vient de sortir. Ouais. Donc ça c'est donc Chi, ça veut dire mort en japonais. Oui, j'habite au Japon. Hein, ah voilà, licence c'est placé. Ouais, c'est placé. Voilà. Non mais licence de Jap pour savoir que ce kanji très basique, ça veut dire mort. Donc c'est construit en cycle. Pour moi c'est le premier cycle de 4 tomes. Et donc qu'est-ce que c'est rapidement, donc c'est au début c'est l'histoire d'une femme japonaise qui va être qui arrive en France, en Angleterre. Non, en Angleterre. C'est pendant l'exposition universelle dans le palais des glaces. Merci Yoann pour le moment historique, moi je suis trop nulle avec ça. Et par contre tu ressembles, je suis un peu nulle avec les frises, mais par contre tu ressens vraiment le moment historique en fait. Oui, je trouve ça vraiment chouette. Et moi qui suis un peu nulle, je le ressens aussi quoi. Un peu nul avec les dates. Et donc là, l'idée, donc voilà, qui arrive là-bas, son enfant est mort, et en fait, on lui offre pas de sépulture parce qu'elle est pauvre et qu'elle ne parle pas la langue. À côté de ça, et vraiment en parallèle, t'as une femme bourgeoise qui, en fait, va la rencontrer et va essayer de se battre pour elle. Voilà, ça c'est le pitch de base. On va suivre les politiciens qui n'ont pas de rapport avec ça. C'est très sale, c'est très décadent, des scènes de viol, des scènes de, comme on dit, quand il y a plein, de harem, vraiment très sale, puis c'est du harem exotique un petit peu, voilà. Donc c'est vraiment pour les adultes. Hein. Et donc ça démarre comme ça. Historique, aventure, des femmes fortes, bon. Le truc c'est que cette femme japonaise, elle a un tatouage dans le dos, et a priori elle fait partie d'un ordre. Et donc tout ça, ça va évoluer. J'en parle pas beaucoup plus, mais je crois que c'est qu'à partir du 2 que tu vois le futur. Je me souviens plus si c'est à partir du 1 ou du 2. T'as l'intro conclusion. Ouais, voilà. Et donc t'as des petits pics de futur, où en fait il y a un attentat, qui est revendiqué par Chi, donc l'équipe mort. Ils se rendent compte que c'est des femmes qui perpétuent des attentats contre des hommes politiciens qui ont le pouvoir, et puis même pas forcément des trucs féministes, hein, mais des trucs, voilà, des hommes qui profitent de leur pouvoir pour faire du mal. Et du coup, tu te rends compte assez rapidement que c'est l'origine de cette histoire-là. Enfin, l'origine prend racine là. Okay. Et voilà, j'en dis pas plus. C'est juste pour dire que c'est trop beau. Alors moi, c'est fou parce que je suis pas très... Alors, moi, le graphisme typique franco-belge, tu vois, je suis pas émue d'habitude. Et là, en fait, j'aimerais bien vous montrer le... Voilà. Typiquement, le dragon. Gros spoil, hein, mais... Je trouve ça très beau, moi. Ouais, voilà. Moi, ça, là, les couleurs, le graphisme, je suis dedans. Quand je le lis, je suis avec eux. Voilà, une aventure, de la violence. C'est bien écrit. Et c'est somme toute assez classique, et en même temps, pas tant que ça. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais... Pour moi, c'est vraiment la BD classique, mais bien faite. Mais très bonne. Voilà, c'est ça. C'est pas un truc que tu lis, tu dis, ah bah c'était sympa. C'est classique, mais très bien écrit, avec une super aventure. Tout à fait, ouais, voilà. Ok. Voilà, donc je vous conseille immensément. Ça donne envie. Ouais. Et voilà, on a fini. Ouais, on va vous laisser tranquille. Merci bien en tout cas. Ouais, une discussion passionnante. Ouais, comme d'habitude, vous êtes passionnant, très cher Corédac. Toi aussi. Ça c'est trop mignon. Merci de nous avoir regardés, merci à Martha qui nous filme et qui fait le montage, merci Martha. à notre chef chéri qui a monté le site et qui est pas là, qui est malade, le pauvre, on pense à toi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu, si on vous a donné envie de regarder des trucs, si vous dites ce qu'elle présente Lola c'est trop nul, bah dites-le, mais argumentez. N'hésitez pas à partager la vidéo et on se redit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça marche. Salut les gens. Salut. Here we are, don't turn away.